Merci de m'accorder le plaisir de votre compagnie en vacances profondes. J'ai pleinement conscience. Et même en vacances, d'ailleurs, vous décontractez, c'est bien. Ne faites pas beaucoup attention à ce que je dis. Et si vous ne le faites pas, c'est très bien. À la fin du cours, la courtoisie veut qu'on pose des questions. Et souvent, on est embêté parce qu'on ne sait pas que demander, mais quand même, ce serait impoli de ne rien demander aux conférenciers. Alors, si vous êtes à court d'idées, vous allez me poser la question sur ces images. Elles racontent quelque chose. Bon, très bien. Alors, pour Escape. Ah, pardon, vous pouvez m'aider à le mettre en plein écran, enfin aussi grand que possible. D'abord, il faut se débarrasser de ça. Voilà, très bien. Bon, ça ira, très bien. Bon. Aujourd'hui, je vais faire des choses qui seront, comment dirais-je, assez divertissantes pour les mathématiciens purs, soi-disant purs. D'ailleurs, leurs âmes ne le sont pas souvent, mais enfin leur métier. Et tandis que pour les gens d'esprit appliqué, il peut y avoir quelques nouveautés. Alors, nous connaissons tous le théorème des nombres premiers. Combien de nombres premiers y a-t-il entre 1 et x? On peut compter, mais il y a une meilleure façon, c'est que si on note par pi de x le nombre de nombres premiers qui existent entre 1 et 2, si vous voulez, jusqu'à x, en fait, il y a une très bonne approximation, c'est l'intégrale de dxi sur log xi, 1 sur log, si vous voulez, entre 0 jusqu'à x. Et c'est une excellente approximation au sens précis où le rapport des deux côtés tend vers 1 lorsque x augmente indéfiniment. Et vous connaissez sans doute la forme moins précise, c'est que si vous l'intégrez par partie une fois, le terme dominant qui en sort, c'est x sur log x. C'est-à-dire que si vous considérez x nombres, les x nombres, pardon, premiers nombres, à ne pas confondre avec le nombre premier, x premier nombre, quelle est la densité, avec quelle probabilité va-t-on tomber sur un nombre premier parmi eux? C'est 1 sur log x. D'accord? Et ça diminue de plus en plus. Si vous êtes du type normalien, il y en a beaucoup dans la salle, vous allez me demander, mais qu'est-ce qui se passe, par exemple, lorsque c'est 1 parce que ça diverge, donc c'est pas bien. Et bon, vous prenez la valeur principale. Bon, c'est très bien. Alors, l'histoire commence parce que Gauss a compris que c'était ça, une bonne approximation. Il y a toutes les raisons heuristiques pour y croire, mais il a aussi vu que la différence entre pi de x et cette intégrale dite logarithmique était toujours négative sur toutes les données numériques. Et il a conjecturé qu'en fait, c'était toujours négatif, c'est-à-dire que l'intégrale logarithmique était non seulement une bonne approximation pour pi de x, mais c'est une approximation du haut, qui descendait. Et toute l'évidence numérique s'amasse, et tout le monde y croyait pendant très longtemps. En 1914, Littlewood a démontré que cette différence change de signe une infinité de fois. Et voici une courte note au compte rendu qu'il a publié, voilà, communiquée par M. Adamar d'ailleurs, et qui a ouvert tout un chapitre de la théorie analytique des nombres. Maintenant, le phénomène s'appelle le phénomène d'oscillation de pi de x. Alors, il faut quand même savoir que jusqu'à présent, c'est-à-dire 2023, d'ailleurs, j'ai interrogé Sander Rajan, mon ami qui est le plus grand spécialiste de la théorie analytique des nombres, avant-hier, donc jusqu'à avant-hier, la recherche numérique s'est étendue jusqu'à 10 puissance 25. C'est très très fort. C'est vraiment un peu au-delà de la limite de la puissance des ordinateurs de nos jours, mais enfin, on y joue. Et ça montre que toute la recherche numérique montre que la différence devient de plus en plus négative. En fait, on n'a pas encore vu de changement de signe du tout. On est très très loin. D'autre part, Terry et compagnie ont montré, d'ailleurs j'ai un peu participé à cette histoire aussi, que le premier changement de signe aura lieu avant 10 puissance 317. Et on essaie de baisser, on n'y arrive pas.
il y a un argument heuristique qui vient de la thermodynamique, dû à moi et Sanjay Mahajan, qui le ferait descendre jusqu'à 10 puissance 200, mais c'est pas très bien. Alors, vous voyez, donc, c'est une conjecture qui a inspiré même l'intuition ultra puissante de Gauss, et tout le monde y croyait, mais ça change de signe une infinité de fois. Mais ce n'est pas ça que je voulais vous raconter. Ce que j'aimerais vous raconter, c'est la forme de la logique de la démonstration de Littlewood. Le squelette logique de la démonstration de Littlewood, alors les gens qui sont arrivés un peu plus tard, je vais quand même leur raconter l'histoire très très rapidement. Alors ce que j'étais en train de dire, c'est que nous connaissons le théorème des nombres premiers qui dit que le nombre de nombres premiers jusqu'à x, c'est pi de x, est bien approché par cette quantité qui s'appelle l'intégrale logarithmique, et que en fait cette différence semble être toujours négative. Toujours négative, et Gauss s'en est aperçu, c'était la bonne conjecture, tout le monde y croyait, mais 100 ans plus tard, après Gauss, Littlewood a démontré qu'en fait, cette différence, qu'on croyait toujours négative, change de signe une infinité de fois, en fait. Voilà. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a absolument aucun signe que le signe change. C'est-à-dire que jusqu'à 10 puissance 25, rien ne se passe. En fait, la différence devient de plus en plus négative encore. Et la seule chose que nous connaissions un jour, c'est qu'avant 10 puissance 317 de changement de signe doit arriver. Mais alors, comment est-ce que Littlewood, c'est pas ça que je voulais vous raconter, comment est-ce que Littlewood a démontré ce théorème de changement de signe? Eh bien, la démonstration consiste en deux étapes. Voici Littlewood qui parle. Étape 1. Supposons que l'hypothèse de Riemann soit fausse. D'accord? On n'a pas besoin de savoir ce que c'est que l'hypothèse de Riemann soit fausse. Alors, Littlewood, en manigançant un peu, il en déduit son résultat sous cette hypothèse. Étape numéro 2. Supposons que l'hypothèse de Riemann soit vraie. Alors, il manigance, il en déduit son résultat aussi. Et c'est QFD. C'est ça le squelette logique de sa démonstration. C'est quand même extraordinaire, non? Alors, on va... C'est ça, indécidable, on fait quoi? Non, non, bah, est-ce que c'est indécidable, décidable? Bon, vous êtes mathématicien pratiquant, pas pratiquant, bon, c'est bien. D'accord? Donc, c'était ça le squelette logique. Alors, regardons cela de plus près. Est-ce qu'on peut imaginer, bon, ça c'est un grand théorème de Littlewood, mais est-ce qu'on peut imaginer un exemple beaucoup plus élémentaire, l'exemple le plus élémentaire possible du même squelette? Voici ce que j'aimerais proposer. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire quand on met un nombre et on l'élève à une certaine puissance et ainsi de suite. Bon, irrationnel et puissance irrationnelle peut être rationnel ou irrationnel. Par exemple, 2 puissance 3, c'est rationnel puissance rationnelle, c'est rationnel. Mais aussi, rationnel et puissance rationnelle peut être irrationnel. 2 puissance, par exemple, 1,5, c'est rationnel puissance. Et tout le monde connaît, c'est que c'est irrationnel. Question, est-ce qu'il y a un exemple, on peut trouver un exemple où irrationnel puissance irrationnelle soit rationnel? Ça me paraît un peu difficile parce que même si on sait on sent que, par exemple, E puissance pi, ça a l'air d'être rationnel, non, plutôt irrationnel, mais est-ce qu'on peut le démontrer? Non, pas démontrer, c'est assez subtil. Mais voici un argument pour dire que la réponse est oui. Il existe un exemple où irrationnel puissance irrationnelle sera rationnel. D'accord? Voici l'argument. En deux étapes. D'abord, prenons un nombre t que je viens de définir, c'est racine 2 puissance racine 2. D'accord? D'accord? Étape 1. Supposons que ce t que je viens de définir soit rationnel. D'accord? Alors, t répond déjà à la question. On a fini, parce que c'était irrationnel puissance irrationnelle, et sous cette hypothèse, t est rationnel. Donc, on a répondu à la question. Étape numéro 2. Supposons que t soit irrationnel. Alors, t puissance racine 2, c'est quoi en écrivant? C'est racine 2 puissance racine 2, tout ça puissance racine 2, qui est égal à racine 2 puissance racine 2 fois racine 2, qui est racine 2 puissance 2, qui est 2. Donc, on a, sous cette hypothèse, t irrationnel puissance irrationnelle est devenu irrationnel. Donc, ça répond aussi à la question. C'est QFD.
Mais on ne sait pas jusqu'à la fin si notre nombre t était rationnel ou irrationnel. D'accord? C'est exactement le squelette logique de Littlewood. Alors, puisqu'il y a des gens très savants qui vont me poser la question, c'est vrai que, bon, il y a tout un travail de Gelfand-Schneider sur la théorie des transcendants, et ça date d'il y a même 90 ans, que si vous voulez connaître la transcendance au nom de A puissance B, si A et puissance B sont bien, par exemple A n'est ni 0 ni 1 et B n'est pas rationnel mais algébrique, alors on sait que A puissance B est toujours transcendant. Donc on peut démontrer, d'ailleurs c'est la seule, Gelfand-Schneider des variantes sont les seuls critères qui nous permettent de dire qu'un nombre donné, bien donné spécifique, soit transcendant ou non, à jour. Donc, en fait, notre T était irrationnel, bel et bien. D'ailleurs, il a l'air irrationnel. Bon, mais ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est le squelette logique. C'est la logique de l'irrationnel. D'accord. Alors, maintenant, nous allons zoomer loin. Nous reculons. Et, quand même, à la bonne française, n'est-ce pas, résumons la logique de la situation. Qu'est-ce qu'a fait Littlewood? C'était de prouver un énoncé et sa négation, ça c'est le symbole logique pour dire, ça c'est ou, c'est-à-dire l'un ou l'autre, les deux en même temps ça va, et l'énoncé lui-même implique la conclusion, c'est-à-dire la conclusion de Littlewood, c'est que le changement de signe une infinité de fois, d'accord? Bon, il a prouvé cela, parce que c'était l'hypothèse de Riemann, ou sa négation, ou bien, ou l'autre, implique le résultat, d'accord? Alors, ça, c'est un mode de raisonnement très répandu. C'est le mode qui, d'abord, montre que H, l'hypothèse est vraie, ensuite montre que H implique L, cet énoncé est vrai, cette implication est vraie, et conclut qu'en fait, elle est vraie. D'accord? Et ça s'appelle, bien sûr, modus ponens, en logique classique. Ce qu'a fait Littlewood, c'est de prendre comme H l'hypothèse cet énoncé, c'est-à-dire R ou sa négation, qui est identiquement vrai, toujours vrai. Alors, ça a l'air de nous déranger parce qu'en fait, on est parti de quelque chose qui est universellement vrai, d'accord, et on déduit un résultat très intéressant. On a l'impression de n'avoir rien utilisé. Hein? Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, Tadashi est soit une patate ou n'est pas une patate? Est-ce qu'on peut partir de là et déduire, par exemple, un grand théorème? Mais logiquement, c'est équivalent à ce qu'a fait Littlewood. Bon. D'ailleurs, il y a peut-être une troisième possibilité à laquelle je n'ai pas pensé. Bon. Ou bien, on peut exprimer la même structure, le squelette logique, en contraposé. Vous savez, A implique B, c'est la même chose que non B implique non A. D'accord? D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire dans un instant. Mais donc, la négation de L impliquerait la négation de tout ceci, qui est, en utilisant certaines lois de logique, c'est Riemann et conjonction, négation de R. Donc, alors, ça, ça porte un nom. Le mode de raisonnement qui dit que la négation de L, que nous voulons démontrer, la négation de L implique une certaine conclusion C, cette implication est vraie, mais C est fausse, on en conclut que L est vrai, ça s'appelle bien sûr raisonnement par l'absurde, reductio ad absurdum. Et comme C, on peut choisir cet énoncé à la fin, qui est identiquement fausse, R et la négation de R. À propos, vous avez tous dit oui, d'accord, c'est très bien. Lorsque j'ai dit que A implique B, c'est la même chose que non B implique non A. Alors, considérez cet énoncé. Si M. Bergeron, qui est mon chef, ne gronde pas Tadashi, alors Tadashi ne travaille pas. Hein, vous sentez l'importance de cet énoncé, d'accord? Vous sentez intuitivement. Si Bergeron ne gronde pas Tokeda, alors Tokeda ne travaille pas. Contraposition, qui devrait être logiquement équivalente, c'est si Tokeda travaille, alors Bergeron le gronde. C'est un peu bizarre, non? Alors, pourquoi? Bon, si vous voulez vous endormir, c'est à ça que vous allez rêver pendant le cours. Très bien. Alors, une autre question que vous pouvez poser. Alors, mais après tout cela, ce qui est vraiment frustrant et très intéressant, c'est que la preuve
que nous avons construite a laissé inconnu si T était rationnel ou irrationnel, hein, à la fin. De même chez Littlewood. Alors, dans des applications à l'informatique, il y a des contextes où on veut exprès laisser, comment dirais-je, l'inconnu inconnu. D'accord? Et ça, c'est pour la certification, pour la sécurité, ainsi de suite. Et j'aimerais bien vous parler d'une notion extraordinaire qui a été introduite il y a en 86, je pense, par ma collègue, mon ami Shafi Goldwasser. Preuve à divulgation nulle de connaissances. En anglais, ça se dit Zero Knowledge Proof. Alors, qu'est-ce que c'est? Preuve à divulgation nulle de connaissances. Bon, d'abord, commençons très simplement. Si je tiens un secret, et j'aimerais prouver à M. Bergeron que j'ai ce secret, la façon la plus simple, la plus naïve de prouver, c'est de lui montrer le secret. D'accord? Mais disons que je ne veux pas lui montrer le secret. Alors, je peux faire autre chose. Mais alors, le tiers parti, par exemple, Mme Fage, va nous regarder faire et va se dire « Ah, je n'ai pas reçu ce secret, mais je les ai observés. Et je sais que Tadashi tient le secret. » Elle pourra découvrir ça. Alors, j'aimerais avoir une méthode pour, quand j'ai un secret, pour d'abord persuader une personne donnée, comme Bergeron, que j'ai le secret. Donc, il n'a plus aucun doute, il ne peut pas douter que j'ai le secret, mais d'autre part, personne d'autre peut savoir que j'ai le secret. Ce n'est pas parce que je cache, mais même si je le fais publiquement, je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas le savoir. Juste une petite question en termes de logique. Si tu montres à M. Bergeron le secret, ce n'est plus un secret. Non, d'accord. Non, le secret, ça veut dire une information qui a de la valeur. Donc, si je veux prouver que j'ai cette information, j'ai un trésor, disons, pour prouver que j'ai un trésor, alors je peux montrer. Mais ça, c'est bête parce que ce n'est plus un secret, justement. Mais je veux garder le secret jusqu'au dernier moment. Et de sorte que ça, c'est une contrainte très sévère. Même si je fais quelque chose publiquement, les observateurs qui nous observent ne peuvent pas savoir que j'ai... Enfin, voilà, très bien. Bon, alors, je vais dire quelque chose de syntactiquement compliqué, tolérez-moi. Alors, disons que quand P possède un secret, ou si vous voulez un trésor, peut-il persuader Q qu'il possède S, un secret S, hein, j'ai dû écrire S ici, sans révéler nulle information sur S, autre que le fait de le posséder. D'accord? Donc, M. Bergeron ne sait rien de mon secret, des caractères de mon secret, sauf il est complètement persuadé que j'ai le secret. D'accord? En particulier, après avoir été lui-même persuadé, Q est incapable de persuader le tiers parti, enfin un autre que P possède S. D'accord? Donc, il doit y avoir S ici. Alors, j'ai dit que c'est très, très difficile. Et j'aimerais vous recommander de lire l'article Wikipédia parce qu'il y a beaucoup d'exemples assez modernes. Mais j'aimerais parler d'un autre exemple. Alors, imaginez un modèle en jouet de ce genre d'argument. Et je vais le faire, et la caméra s'il vous plaît, en vous montrant ce livre très charmant qui a été dessiné par une artiste japonaise, Paris et Dieu, ça s'appelle. Je ne sais pas s'il est toujours édité, mais on en trouve, par exemple, j'ai trouvé un autre exemplaire chez Gibert. C'est l'histoire d'un petit garçon et son petit chien Poti, qui se promènent dans Paris, qui explorent, et puis voilà, qui nous font découvrir Paris. Et sur chaque paire de pages en vis-à-vis, il y a beaucoup de détails. Par exemple, ça c'est le livre que vous avez reconnu. Il y a quelque part le petit garçon et son petit chien, d'accord, et un ballon qui s'envole, voilà. C'est là. Et il faut trouver. Vous connaissez ce genre de jeu, d'accord? D'accord, vous avez compris le jeu, donc, très bien. Alors, maintenant, je vais faire la chose suivante. Bon, supposons que ce soit un dessin très, très compliqué, qu'en fait, on n'y voit pas grand-chose, enfin, c'est très compliqué, mais je vais tout de suite vous faire ça, pouf. D'accord? Et là, ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez parce que la caméra n'est pas très près, le chien, le petit chien. D'accord? Donc, disons que la feuille est très, très grande, donc elle recouvre toute la table, donc je ne sais pas où j'ai mis la feuille, mais vous voyez à travers ce trou que je vous montre le chien.
D'accord? Donc, vous êtes persuadé que je sais la position du chien. Mais lorsque j'enlève la feuille, eh bien, vous ne savez plus où il est. D'accord? Et vous n'avez rien appris sur la position du chien, autre que le fait que, en fait, le simple fait que je sais la position du chien. D'accord? Voilà. Est-ce que je peux... D'ailleurs, il était là, le chien. Est-ce que je peux aller au PDF, s'il vous plaît? Je vous le conseille vivement. Je l'ai acheté il y a longtemps, enfin l'autre exemplaire, et mon fils Tomo s'est régalé, enfin il se prépare comme ça à Paris, et puis j'apprends aussi moi-même beaucoup de choses, parce que je ne suis jamais allé au canal Saint-Martin, mais j'ai l'impression d'y avoir été. Bon. Alors, dans les notes que je vais distribuer après quelques corrections, l'exemple que j'utilise, ce sont ce qu'on appelle livre de voyage d'un grand artiste japonais qui est récemment décédé, Mitsumasa Anno. Et je l'ai connu très bien parce qu'il habitait près de chez ma mère. Dans cette série, bon, il dessine un livre de voyage en France, un livre de voyage en Angleterre, un livre de voyage en Italie, dans beaucoup de pays, bien sûr au Japon, en Chine. Il y a un voyageur, un cavalier, qui part d'un bout à l'autre et qui visite le pays. Et sur une paire de pages en vis-à-vis, il y a toujours ce cavalier sur un cheval qui se trouve quelque part, mais mieux caché que, par exemple, le cas de Pocci. Et il faut le trouver, c'est intéressant. Et il y a tous les détails qui font référence, par exemple, si vous voyez, par exemple, le livre de voyage sur la France, bon, il y a un chat, mais c'est un chat botté, par exemple. Hein? Et il y a une fille qui se promène derrière pour aller à la course, mais c'est un petit chapeau rouge. Ainsi, plus on connaît la culture, plus on trouve des détails très intéressants. Mais enfin, bref. Et on peut faire exactement la chose que j'ai faite. Donc, quand P connaît sa position, il peut prouver sa connaissance à divulgation nulle par des étapes suivantes. Donc, d'abord, dans une grande feuille, P pratique un trou de la taille du cavalier et positionne un trou sur le cavalier, P le montre à Q. Et ensuite, voilà, par exemple là, on ne sait pas du tout où est le cavalier, bon, peut-être que vous l'avez vu, mais après, vous pouvez le recouvrir et vous pouvez montrer le cavalier. Bon, il n'est pas là, il n'est pas au centre, mais enfin, je montre comme ça, parce que de toute façon, lorsqu'il y a la grande feuille, vous ne savez pas où vous vous trouvez par rapport au dessin. Mais lorsque vous revenez, voilà, bon, le cavalier, il est là, à côté. Bon. Donc, ce n'est pas du tout une divulgation nulle, ce que je suis en train de vous faire. Mais Q considérera que P connaît la position du cavalier, mais en fait, n'obtient nulle information sur cette position, car la feuille recouvre le reste du dessin. D'accord. C'est comme ça. Bon, d'accord. Donc, c'est une idée très, très intéressante et une pratique qui est maintenant très importante. Preuve à divulgation nulle de connaissances. Et il y a des exemples standards sur le Wikipédia que vous allez voir. Passons maintenant, avant la pause, au thème suivant, que je vais appeler « Esprit de l'escalier ». C'est mon nom de famille. Alors, la première question, combien vaut ce nombre? Racine 2, puissance, racine 2, puissance, racine 2, puissance, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Hein? D'accord? Puisque je suis à l'école normale supérieure, beaucoup de gens ont vu ce problème, mais ne vous inquiétez pas, je vais dire quelque chose de nouveau à la fin. Bon. D'abord, remarquons que A puissance B puissance C est un peu ambigu. Il faut le lire d'une certaine façon, et bien sûr, ça se lit de haut en bas, c'est-à-dire A puissance machin, et machin, c'est B puissance C. D'accord? Parce que si on prend l'autre alternative, c'est A puissance B, ça c'est, et tout ça puissance C, mais ça se réduit à A puissance B fois C, ce n'est pas très intéressant. Bon, d'accord? Donc, il faut faire. Alors, à première vue, on a l'impression que ce nombre, enfin, si c'est un nombre, diverge, parce que ça devient de plus en plus grand, c'est vrai. Mais, en mathématiques comme ailleurs, il y a une tactique, nommer et conquérir, plutôt que diviser pour gouverner. Nommer et gouverner. Alors, on va nommer ce symbole, si vous voulez, T. Alors, T, formellement, est une racine de. Si vous regardez là, ah, tiens, il y a une autre copie de T.
hein, à l'intérieur. Donc, t est égal à racine de puissance t. D'ailleurs, c'est comme ça que, par exemple, on somme une série géométrique. Hein. Vous séparez quelque chose. Dans cette expression, il y a une autre copie qui est emboîtée. Voilà, on écrit une équation, on résout une équation, on trouve la réponse. Voilà. C'est toujours comme ça. Par exemple, fraction continue, c'est la même chose. Hein. Bon, alors, il s'agit donc de résoudre cette équation. Quelle racine y a-t-il? Bon, au pif, tiens, 2 marches. Hein. 2 est égal à racine de puissance 2, mais 4 marches aussi. Parce que racine de puissance 4, ça fait est égal à 4. Est-ce qu'il y en a encore d'autres? 2 marches, 4 marches. Eh bien non, parce que cette équation, et c'est une idée très grande idée en mathématiques, toute équation, comme ça en numérique, peut être écrite comme un problème de point fixe ou d'intersection. C'est-à-dire que, regardons le graphe de la fonction t est envoyé à racine t à racine de puissance t. C'est ça le graphe. Hein? Assez précis d'ailleurs. Et ce graphe est convexe. Ça ne fait pas d'onde. Donc si vous le coupez, pouf, avec une droite, t jusqu'à t, pouf, ça peut le couper en 0 point, 1 point, si tangente, ou au plus 2 points. Il n'y en a pas d'autre. Hein? Et t est égal à racine t puissance t, eh bien, c'est l'intersection de ces deux graphes. Donc il peut y avoir au plus 2 racines. Pas plus. Et on en a trouvé. 2 et 4. Mais là, commence le défi de savoir laquelle des deux est la bonne racine. Alors, d'abord, est-ce que t converge? Parce que peut-être que t est infini, et remarquez, t est égal à infini est une racine de t est égal à racine de puissance t. Donc ça pourrait être. Pour comprendre tout cela, encore une fois, faisons-le étape par étape. On va nommer t de n racine 2, racine 2, racine 2, mais jusqu'à une certaine hauteur qu'on coupe n, à la hauteur n, d'accord? Et bon, il est assez visible, d'ailleurs on voit sur ce graphe que c'est une fonction croissante en n. Si vous ne croyez pas, ce graphe, on dit long, parce que si vous voyez, si vous augmentez, on croit. Voilà, c'est une fonction croissante. Donc c'est une suite croissante, on apprend, on top et ailleurs, que pour démontrer la convergence, il suffit de majorer du haut. Et là, elle est forcée à converger. On va majorer de la façon suivante. Regardez-moi ce t de n. Et cette racine de 2, tout à fait en haut, je vais remplacer ça par 2, qui est plus grand que racine de 2. Et donc, ça devient plus grand. Mais regardez ce qui se passe. Tout à fait en haut, vous avez racine de puissance 2, ça devient 2. Ensuite, il y a la racine de puissance 2, ça devient 2. Ça s'écrase à 2. Donc, il y a une borne, une majoration universelle t de n est toujours inférieure ou égale à 2. Et donc, si elle converge, elle est obligée de converger. Elle est obligée de converger à 2, pas à 4. D'accord? Très bien. Une petite culture. En général, x puissance x, cette espèce d'escalier, s'appelle tétration. Ce n'est pas un bon nom, mais enfin, Wikipédia le dit, de x. Alors, on a divergence, bien sûr, pour x trop grand, ça va de soi, mais aussi, remarquez que pour x est très petit, très proche de 0, on a une oscillation folle. Par exemple, vous pouvez le voir en notant que 0 est égal à 0, bien sûr, mais 0 puissance 0, c'est quoi? C'est 1, parce que c'est la seule définition raisonnable. 0 puissance 0, en se rappelant qu'en fait, ça se lit de haut en bas, c'est 0 puissance 1, ce qui est égal à 0. Ensuite, 0 puissance 0 puissance 0, ça devient 1. Et ainsi. Donc, ça oscille entre 0, 1, 0, 1, 0, 1, et ainsi de suite. Donc, ça ne converge pas. D'accord? Donc, si on s'approche trop de 0, il y a une oscillation, une divergence, mais une oscillation. Et en fait, Euler, il y a pas mal de temps, il m'a volé beaucoup de résultats d'ailleurs, ce Euler, et a montré qu'en fait, cette itération converge dans cet intervalle. C'est-à-dire 1 sur E puissance E, d'une part, et E puissance 1 sur E. C'est joli quand même. Alors, un projet pour mes collègues normaliens. Dessinez-moi là, comme dit le petit prince, dessinez-moi la surface de Riemann pour z puissance z puissance z puissance z puissance pour z complexe. Bonne chance. Alors,
Vous savez, je sais que beaucoup d'entre vous sont très jeunes et pleins d'énergie et l'avenir est devant vous et ainsi de suite. Est-ce que vous connaissez un objet qu'on appelait autrefois transparent? C'est une petite feuille qui est transparente, un peu faite de plastique. Vous n'avez sans doute que beaucoup de gens ne l'ont jamais vu. Enfin, il y avait des choses comme ça. Si vous avez un transparent, on peut jouer à ce jeu. Vous écrivez oméga puissance, oméga puissance, oméga puissance, oméga puissance, oméga. Et en apprenant un peu la théorie des ensembles, oméga est un ordinal infiniment grand, c'est le premier ordinal, et ainsi de suite. Et vous le dessinez. Et maintenant, vous le retournez comme ça de derrière, et vous voyez epsilon puissance, epsilon puissance, epsilon puissance, et epsilon est un infiniment petit. Bon. Il suffit de regarder des deux côtés pour avoir deux impressions différentes. Bon, ça c'était un peu bête, donc tout l'exposé est très bête. Je vais ajouter une remarque d'ordre très savante. Ça n'intéresse personne du tout, parce que ce n'est pas un nouveau résultat. Vous savez, bien sûr, vous avez vu tous et toutes la preuve comme quoi racine 2 est irrationnelle. Donc on écrit ça P sur Q, et puis vous levez au carré les deux côtés, et puis vous dites que ah bon, c'est embêtant parce qu'en fait ça contredit essentiellement la factorisation au facteur premier. Voilà. Mais en général, c'est vrai, d'ailleurs c'est tout à fait intuitif, que si vous prenez n, racine de n est en général irrationnelle. Les seules exceptions, c'est racine de n est déjà entier. Par exemple, racine de 4, c'est 2, bon, aucun problème. Mais pour peu que racine de n ne soit pas un entier, donc n ne soit pas un carré déjà, racine de n d'un nombre naturel est toujours irrationnelle. Et on peut, ma foi, démontrer ça de la même façon qu'Euclide, parce que cette démonstration par factorisation au facteur premier remonte à Euclide. Mais est-ce qu'on peut démontrer ça sans factorisation? Voici, je vous propose. Et pourquoi cette démonstration? Parce que bon, il peut exister, moi je ne peux pas y penser, mais des contextes où l'anneau n'est pas factoriel, mais quand même il y a cette notion de grandeur, valuation, et ça peut servir. Bon, voilà. Voilà la solution. On va démontrer qu'en fait, racine de n est irrationnelle, pour peu que racine de n n'est pas déjà un entier. Alors, considérons cet ensemble, d'accord? C'est l'ensemble de petits thèmes strictement positifs, tels qu'en le multipliant devant racine de n, on obtient un entier. D'accord? Et par hypothèse, racine de n est rationnelle, donc il existe de tel m. Il en existe déjà beaucoup d'ailleurs. Donc ce n'est pas vide. Puisque l'ensemble n'est pas vide, on peut parler de son minimum, m0. D'accord? Et maintenant, c'est ça l'astuce. Définition M1 en termes de cet M0, c'était M0 racine de n moins M0 de plancher de racine de n. Plancher, vous savez ce que c'est, hein? C'est la partie entière qu'on a après autrefois, mais vous voyez un nombre un peu au hasard, réel. L'entier le plus proche, mais vu d'en bas, c'est le plancher, et l'entier le plus proche vu du haut, c'est le plafond. D'accord? Ce sont les notations. Bon, et par-dessus le marché, M1 fois racine de n est entier. Pourquoi? Parce que si vous le multipliez par racine de n, bon, ça devient entier, mais cela, m0 fois racine de n est entier aussi par ce minimum. Donc, c'est entier moins entier, c'est un entier. D'accord? Donc, comme M1 peut rendre racine de n entier par pré-multiplication, M1 est un membre de cet ensemble aussi. Or, voilà, on est arrivé à la fin, à moins que racine de n soit déjà naturelle. Bon, M1 est déjà strictement positif grâce à cela, et c'est strictement inférieur à, bon, je vais remplacer ce nombre par son plafond, et comme ce n'est pas un entier, le plafond le fait monter strictement, et voilà. Mais alors, ma foi, il y a M0 en facteur commun, et le plafond moins le plancher, c'est quoi? C'est toujours 1. À moins que ce ne soit un entier. Donc, on a M0. Et on a produit un M1 plus petit que M0, alors que M0 était censé être le minimum. Contradiction. Voilà. D'accord? Très bien. Je suis sûr que personne n'est content, mais c'est comme ça, la vie. Alors, pour vous rendre encore plus mécontent, un appendice. Jouons à ce jeu à propos de racines. Vous prenez un carré de taille 1, d'accord, de côté 1.
et vous faites ce que j'ai dessiné. Vous mettez des disques aussi grands que possible, des disques blancs, comme ça, dans les 4 coins, d'accord? Et ça laisse au milieu un petit espace. Donc, je vais faire gonfler un disque au milieu, un disque assuré, d'accord? Et ce disque, il gonfle un tout petit peu, mais il est coincé après, d'accord? Alors, quelle est la taille, quel est le diamètre de ce disque? Ce n'est pas trop difficile, en fait, si on y pense de la bonne façon. Pardon. Vous voyez, vous recopiez ceci et répétez ce dessin partout. Et là, vous voyez qu'ici, il y aura une autre copie du petit disque assuré, là aussi. Et si vous regardez la diagonale, quelle est la longueur? C'est racine de 2. Et vous avez un demi le rayon du disque ici, le rayon du disque ici, et 2 fois le rayon ici. Et entre les deux, vous êtes empêché par ces 2 grosses boules. Mais quelle est la somme de diamètre du diamètre blanc? Eh bien, vous les tournez comme ça, et la somme, c'est 1. Donc, c'est racine 2 moins 1, divisé par 2, parce qu'il y a eu une copie. Ça, c'est le rayon du petit disque. Vous êtes d'accord? Très bien. D'ailleurs, histoire de tourner pour comprendre, j'aimerais vous raconter une autre histoire après. Bien, ça, c'est autre chose. Bon, alors, répétons cet emballage analogue en dimension D. Qu'est-ce que je veux dire? Vous allez voir que, bon, vous avez un cube, disons, en dimension 3, et vous mettez 8 boules, grosses boules, dans les 8 coins, d'accord? Et ça laisse un tout petit peu d'espace au milieu, donc vous faites gonfler une boule assurée au milieu, mais elle se coince très vite. Et quel est le rayon de cette boule? Mais c'est la même histoire, vous prenez la diagonale comme ça, en biais, et c'est toujours, alors dans ce cas, c'est racine 3 moins 1 sur 2. Et alors, en dimension D, on obtient que le rayon de la petite boule au milieu, c'est racine D moins 1 sur 2. Mais à partir de la dimension 10, D est égal à 10, cette rectangle dépasse 1. Ça veut dire que la petite boule que vous avez gonflée au milieu parce qu'il restait un peu d'espace et qui, en fait, dépasse, sort du cube à partir de dimension 10. Ça, c'est parce que lorsque la dimension augmente, la diagonale s'allonge monstrueusement. Enfin, vous ne vous rendez pas compte. Et c'est une des difficultés, en fait, de l'analyse en dimension infinie, c'est que la sphère n'est pas compacte. C'est pour ça qu'il faut définir toutes sortes de notions comme compacité d'une opération, d'un opérateur, machin chose. Enfin, c'est très embêtant. Mais aussi, il y a beaucoup d'univers là-dedans. Bon. Une autre illustration du même phénomène essentiellement, c'est que, est-ce que vous connaissez la formule pour le volume d'une boule de rayon R en n'importe quelle dimension? Bon, il y a beaucoup de façons d'écrire, mais de façon mnémonique, parce que j'aime écrire les choses de façon, comment dirais-je, en formule d'entropie minimale, je les appelle. C'est-à-dire que pour raconter bien l'histoire, mais facile à retenir en même temps. Hein? D'accord. Alors, pour la dimension D, une boule de rayon R a le volume, donc en dimension 2, ça s'appelle R, en dimension 1, ça s'appelle longueur, enfin, c'est ça. Pi R au carré, ma foi, c'est de l'air du disque de dimension 2, puissance D sur 2 divisé par D sur 2 factoriel. Si vous dites, bon, qu'est-ce que c'est que ce factoriel? Lorsque D sur 2 n'est pas un entier, eh bien, c'est la fonction gamma. Mais c'est la même chose, d'accord? Mais ça, parce que vous avez le factoriel en bas, à l'étage en bas, au rez-de-chaussée, ça croît extrêmement vite, beaucoup plus vite que n'importe quel exponentiel. En fait, cette quantité s'écrase à zéro extrêmement vite lorsque la dimension augmente. C'est-à-dire que si vous prenez une boule bien sûr, une boule de petit rayon comme 0,1, bien sûr, ça s'écrase exponentiellement, tout le monde le sait. Mais vous prenez une boule de rayon, disons, 100, et donc 100 puissance D, bon, ça a l'air d'augmenter, mais à cause de ce dénominateur, en fait, lorsqu'on vous faites augmenter la dimension, ça s'écrase très très vite. Et ça, c'est très important pour, par exemple, les applications en codage. Bon, dans l'empilement, c'est ça le terme traditionnel français, mais j'aurais préféré le mot de emballage, parce qu'empilement, bon, enfin bref. Vous faites un empilement tout à fait standard, un empilement dit cubique, comme ça. Donc, ce n'est pas la façon dont vous empilez les oranges, hein, ce n'est pas hexagonal, cubique comme ça. La densité des boules blanches diminue vite avec les dimensions. Alors, j'ai
fais la liste, dimension 1, 2, 3, 4, 5, quelle est la densité de ces boules? Densité, c'est-à-dire le volume que ces boules blanches occupent, hein, dans l'espace ambiant. Eh bien, en dimension 1, c'est densité 1, parce que bon, vous avez deux boules qui se cognent, et puis voilà, il ne reste rien. En dimension 2, déjà, par exemple, si vous regardez ça, il se trouve que c'est un peu moins de 80%. Bon, c'est tout à fait respectable, hein, donc la grande partie est occupée par la boule. Mais en dimension 3, c'est presque la moitié déjà. Et en dimension 10, 20, 30, en fait, ça descend très, très, très vite, en fait, plus qu'exponentiellement. En dimension 10, déjà, c'est 2 millièmes. Et en dimension 30, eh bien, on ne peut plus voir du tout, et ainsi de suite. Je suis demi-aveugle, en fait, j'ai appris à me comporter de façon correcte, mais donc je ne vois pas mon propre texte, et c'est très gentil à lui. En fait, je voulais dire le diamètre, pas le rayon. Hein. Là, c'est le diamètre, c'est pour ça qu'en fait, lorsque ça dépasse 1, c'est intéressant, et ainsi de suite. Donc, je vais corriger tout ça après, lorsque je distribue. Ça, c'est le rayon, lorsque je distribue les notes. Bien, merci beaucoup, Régis. Et en général, si vous avez des corrections, des coquilles que vous avez remarquées, s'il vous plaît, on a la formule dit n'hésitez pas à me le dire. Non, non, je vous demande vraiment de me le dire. Ce n'est pas une question d'hésitation, je vous force parce que ce n'est pas possible. Bon. Alors, une petite pause après la pause, numéro 3. Je vais vous raconter, puisque nous parlons des irrationalités, et aussi, bon, les gens qui aiment l'algèbre, bien sûr, commencent à penser un peu l'extension du corps, la théorie de Galois, dans cette direction, bien sûr, parce que c'est un contexte. Irrationalité, ça suggère un peu la nature algébrique, mais ce n'est pas nécessaire, bien sûr. Bon, je vais parler des problèmes grecs classiques. Vous savez, il est très connu que on peut, avec compas et règle de compas, on peut diviser n'importe quel angle donné en deux. D'accord? Vous faites le dessin, par exemple cet angle, vous plantez le pivot du compas comme ça, vous dessinez, et là vous plantez un pivot comme ça, vous dessinez, et l'intersection, c'est la bissectrice de cet angle. Est-ce que, disait le problème classique que tout le monde connaît, il est possible de trisecter un angle donné, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a un algorithme universel pour un angle quelconque qui le trisecte? Bien sûr, il y a des angles qu'on peut trisecter, par exemple 180 degrés, on peut trisecter, mais ce n'est pas ça ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a un algorithme universel qui répond à qui peut réagir à tous les angles? Et la réponse est non. Par exemple, 60 degrés ne peut pas être trisecté. On peut le montrer facilement, enfin relativement facilement. Mais avec origami, le pliage de papier traditionnel japonais, on peut faire n sections pour n quelconque. Et voici ce qu'on fait. Imaginons que votre angle soit donné comme un coin d'une feuille de papier. En général, un coin d'une feuille de papier, c'est 90 degrés. Mais enfin, vous avez cet angle, disons. Et comment est-ce que vous divisez cet angle? Mais c'est très simple. Tout le monde le fait. Vous pliez ce papier en deux et vous alignez ce côté et ce côté jusqu'à ce qu'ils soient bien alignés. Lorsqu'ils sont bien alignés, vous froissez. Et lorsque vous ouvrez, vous avez une belle droite qui sort du coin, et c'est ça la bissectrice. Hein, c'est ça comme ça. Alors, pour la trisection, ce n'est pas plus compliqué, en fait. Hein. Vous pliez, mais vous allez un peu au-delà et vous revenez. Et lorsque vous avez fait ce pli, hein, et vous négociez un peu petit à petit, et puis lorsque qu'ils soient bien alignés, lorsqu'ils sont alignés, vous écrasez et vous ouvrez pour obtenir deux droites très belles qui sortent du coin. Ce sont des trisectrices, et ainsi de suite. Une section, c'est pareil. Donc, vous faites aller-retour, et vous négociez. Au cas où ça vous met un peu mal à l'aise, bon, qu'est-ce que ça veut dire négocier? Mais tout le monde le fait, bien sûr. En fait, la puissance, si vous voulez, l'élégance de l'origami, c'est la capacité, non pas de, comment dirais-je, de faire les choses discrètement, mais de chercher l'optimum parmi tout un continu des paramètres. C'est ça ce qui est très joli. Et c'est pour ça que, par exemple, la théorie de Galois d'origami est beaucoup plus puissante que la théorie usuelle. Voilà. Bon, c'était un des problèmes géométriques des Grecs. Le suivant, pour construire un n-gone régulier avec une règle de compas. Bon, ce n'est pas toujours possible. Par exemple, un triangle équilatéral, c'est un trois-gone régulier. Vous dessinez un segment, vous plantez le pivot ici, vous dessinez un arc, et là,
ça vous donne un triangle équilatéral. Carré est possible. Un pentagone est compliqué, mais c'est possible. Et hexagone, ça revient au triangle, et ainsi de suite. Mais il se trouve que pour que n soit constructible, c'est ça le mot français, avec règle de combat, il faut qu'il soit d'une forme très spéciale. Puissance de 2, c'est très, très bon marché, fois un produit des facteurs premiers distincts de ce qu'on appelle des nombres de Fermat, qui a la forme 2 puissance quelque chose, 1 plus 1. Voilà. Et voilà, donc beaucoup de choses sont possibles, mais avec origami, vous avez commencé à vous en douter, on peut faire tout n. Et alors, je vais vous montrer comment, la caméra s'il vous plaît, d'abord en montrant comment on fait un pentagone régulier avec origami. Bon, 5, c'est possible avec règle compas, vous allez dire que ce n'est pas un problème, mais ça va vous montrer l'idée de la façon la plus claire. D'accord ? Prenez un ruban de papier comme ça. Et avec ce ruban, vous faites le nœud le plus simple possible. Voilà, en passant une fois. D'accord ? Et ayant fait ce nœud, vous serrez et vous aplatissez, vous serrez, vous aplatissez, vous serrez, vous aplatissez. Et petit à petit, vous y allez doucement, mais fermement. Et à la fin, tôt ou tard, vous allez obtenir, aplatissez, voilà, un nœud bien aplati, bien serré, comme ça. Bon, il y a des parties qui dépassent, donc je vais les jeter pour vous montrer ce qui se passe. Et lorsque vous voyez ce qui est au milieu, vous avez un très beau pentagone régulier. Je n'y suis pour rien, c'est la nature qui a résolu le problème. Et c'est un excellent exercice. En général, lorsque un prof dit un excellent exercice, il est vraiment barbant et c'est qu'il ne veut pas le faire, mais il est faisable. Il est faisable. De montrer que c'est un pentagone vraiment régulier. Alors, le PDF, s'il vous plaît. Vous êtes aperçu que j'ai fait un nœud et j'ai passé à travers le nœud une fois, parce que c'était le nœud le plus simple. Et je l'ai aplati, serré, et cela nous a donné un pentagone régulier. Donc, passer une fois nous a mené à 5, n est égal à 5. Il se trouve que si vous faites la complexité suivante, si vous passez par le nœud 2 fois, exactement comme je vais vous montrer, 2 fois, et vous aplatissez serré, et bien vous allez obtenir un septagone, un heptagone. 3 fois, nonagone, 9 gones, 4 fois, 11 gones, vous avez compris. Vous pouvez accéder à n'importe quel n impair. Bon, une fois qu'un pair a été obtenu, il est toujours possible de bisecter chaque angle, de doubler, donc les paires sont très, très faciles. Donc, vous pouvez tout faire, et voilà les dessins. n est égal à 5 est compris ici. Voici le dessin pour n est égal à 7. Mais là, pour bien comprendre, voici la façon d'y penser, je pense. Imaginez que le septagone est déjà dessiné dans votre esprit, mais que l'intérieur soit fait de miroirs. D'accord ? Et vous y entrez comme un rayon lumineux, et vous rebondissez, poum, 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 et vous sortez. Et cet ordre de qui passe premier, qui passe après, vous donne l'ordre dans lequel il faut plier le papier pour faire le nœud. Et vous serrez, vous aplatissez, automatiquement, ça vous donne n égale à 7, ainsi de suite. Bon, passer une fois, ça vous donne n égale à 5, passer 2 fois, ça donne n égale à 7, et ainsi de suite. Mais il manque le triangle équilatéral, n est égal à 3. Alors pour faire n est égal à 3, combien de fois faut-il passer par le nœud ? 0 fois, merci beaucoup. Donc vous arrivez, vous voulez faire le nœud, mais vous n'y arrivez pas, vous sortez, voilà, et derrière là, il y a un triangle équilatéral. Donc ça marche aussi. D'accord ? C'est souvent le cas 0 est le plus difficile en mathématiques. Bon. Bien. Une petite culture. Les mathématiciens ont un jargon souvent très, très méchant, un lacet. Bon, pour la plupart d'entre nous, un lacet, c'est un lacet de chaussures, mais pour un mathématicien, c'est une courbe fermée. D'accord ? Mal défini. Un lacet convexe, dont les épaisseurs dans toutes les directions sont égales, ça a un nom. Ça s'appelle une courbe d'épaisseur constante.
D'accord? Donc, par exemple, quelque chose comme ça n'a pas d'épaisseur constante parce que l'épaisseur dans ce sens est beaucoup plus grande que l'épaisseur dans ce sens. D'accord? Mais si dans toutes les directions l'épaisseur est constante, ça s'appelle une courbe d'épaisseur constante. Bon, bien sûr, le cercle est une courbe d'épaisseur constante, mais il y en a d'autres. Notamment, il y a les célèbres polygones de Rouleau. Par exemple, vous prenez un triangle équilatéral, toujours vous partez d'un n-gone, n, un paire équilatéral, et vous plantez le pivot de votre compas ici, vous prenez ce rayon et vous dessinez un arc de cercle comme ça. D'accord? Et ensuite, vous plantez le pivot comme ça, un arc de cercle, et enfin, pardon, un peu plus, enfin comme ça. Cette figure bizarre a l'épaisseur constante. Quoi que vous fassiez, par exemple, dans ce sens, vous le commencez, l'épaisseur constante parce que ça, c'est là où ça touche, c'était justement le compas qu'il a dessiné. Donc, toutes les directions. Bon, certains n'aiment pas le fait que là, il y a des singularités, c'est-à-dire que c'est un peu pointueux. Bon, ce n'est pas grave parce que vous mettez une pièce de monnaie et vous roulez à l'extérieur et ça vous donne une enveloppe qui est maintenant complètement lisse. Et si vous roulez de nombreuses fois, vous lissez de plus en plus, bon, peu importe. Alors, ça vous donne la réponse à savoir pourquoi, par exemple, alors, je ne sais pas, maintenant le français me manque. Vous savez, dans le trottoir, il y a parfois des trous. C'est quoi? Non, c'est plutôt les bouches d'égout. Des bouches d'égout, voilà, bouches d'égout. Alors, le couvercle des bouches d'égout sont presque toujours circulaires. Pourquoi? Parce que si c'était un carré, vous pouvez lever le couvercle, tourner, et là, il y a la diagonale qui est beaucoup plus longue que le côté, vous pouvez le laisser tomber. Vous perdez le couvercle. C'est embêtant. Alors que pour un cercle, quoi que vous fassiez, il est impossible que le couvercle ne tombe à l'intérieur. Mais cette discussion vous montre qu'en fait, pourvu que le couvercle ait soit une courbe d'épaisseur constante, vous pouvez le faire n'importe comment. Il y a d'autres exemples. Mais enfin bref, et je vous signale que M. Rouleau, vous avez pas, la plupart des gens dans cette salle avaient entendu parler, mais c'était un ingénieur allemand, malgré le nom français. Faites attention, hein, pas trop de patriotisme. Alors, chez les Britanniques, je vous fais remarquer que les pièces de 20 pence et de 50 pence, voilà, sont des 7 gones de Rouleau, il se trouve. Voilà. Tandis que chez les Canadiens, la pièce de $1, ça s'appelle loonie, parce qu'il y a loon, est un 11 gones de Rouleau. Pourquoi? Parce que autrefois, lorsqu'on mettait les pièces de monnaie dans des machines, vous savez, on mettait les pièces de monnaie dans des machines. Est-ce que les jeunes le savent ça, en fait? Parce que c'était pas, enfin, on touche de nos jours. Bon, mais c'est beaucoup plus pratique si vous pouvez mettre la pièce dans n'importe quelle orientation. Hein? Et donc, il faut que ce soit d'épaisseur constante. C'est ça. Tandis que dans la poche, en les touchant, on peut sentir la différence entre une pièce et une autre pièce. Voilà. Bon, maintenant, allons au dernier thème qui vraiment est transcendant, c'est le cas de le dire, parce que je vais parler de la transcendance. Je vous rappelle qu'un nombre transcendant, c'est un nombre qui n'est racine d'aucune équation algébrique, c'est-à-dire une équation algébrique de degré fini avec le coefficient rationnel. Par exemple, pi est rationnel, e est rationnel. Un autre nombre que vous avez besoin de... Pardon transcendant, je veux dire, transcendant. Et un autre nombre transcendant très célèbre, ça s'appelle le nombre de Liouville, et qui a une structure assez semblable à ce dont je vais parler tout à l'heure. Gamma, très important, souvent attribué à Euler Mascheroni, on ne sait rien du tout sur sa nature. D'abord, les mathématiciens purs nous savons très bien que les nombres transcendants sont abondants, enfin il y en a partout, et en fait, à probabilité zéro près, il n'y a que des nombres transcendants dans l'univers, mais ça se réduit à dire que Aleph0 est strictement inférieur à 2 puissance Aleph0, c'est-à-dire que si vous avez le dénombrable, 2 puissances dénombrables, c'est-à-dire l'ensemble de puissances de cet ensemble est beaucoup plus grand que l'autre. Et plus généralement, pour n'importe quel cardinal,
il est vrai qu'alpha est strictement inférieur à 2 puissance alpha, c'est-à-dire 2 puissance alpha est strictement supérieur. Par exemple, c'est vrai même pour cardinaux finis, hein, mais c'est vrai pour n'importe quel cardinal infini. Et vous vous rappelez que c'est établi par un argument dit de la diagonale dû à Cantor. Il est quand même assez étonnant que cet argument ait été inventé, en fait, dans beaucoup d'autres parties de mathématiques. Il y a des arguments, il y a des astuces, il y a des idées, mais qui remontent à la nuit des temps. Bon, il y a bien sûr quelques grands personnages qui les ont explicités, les ont exploités, mais dans le cas de l'argument de la diagonale, c'est venu de nulle part, c'est Cantor qui l'a inventé, en fait. C'est étonnant. Et je fais confiance à ceux et celles qui sont ici, pas tout le monde, d'avoir bien compris, maîtrisé un jour l'argument de la diagonale pour apprécier la blague suivante. Si vous ne connaissez pas l'argument de la diagonale, endormez-vous, je vais vous réveiller après, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant qui arrive. D'accord ? Alors, on voici pour l'argument de la diagonale, mais version soviétique. Cette version était assez bien connue dans les années 90, lorsque j'ai rencontré beaucoup d'amis russes qui étaient réfugiés, d'ailleurs pour la plupart juifs, et enfin c'était monnaie courante chez tout le monde. Alors, voici l'argument de la diagonale version soviétique. En URSS, l'Union soviétique d'autrefois, bien sûr, tout sous-ensemble de camarades forme une cellule secrète, une société secrète, d'accord ? Tout sous-ensemble, y compris le sous-ensemble vide, si vous voulez, ou le sous-ensemble de tous les citoyens soviétiques, tout sous-ensemble de camarades forme une cellule secrète. Or, le KGB veut espionner toutes les cellules, évidemment. Mais espionner, c'est du boulot quand même. Donc, évidemment, un espion ne peut espionner qu'une société dont il est membre déjà. Et aussi, s'il est membre de plusieurs sociétés en même temps, il ne peut espionner qu'une d'entre eux, parmi elles. D'accord ? Théorème. En URSS, il existe au moins une cellule secrète dont l'existence est inconnue étrangère au KGB. Démonstration. La cellule secrète formée des camarades qui ne sont pas espions, par construction, ne contient pas d'espions. Et c'est l'argument de la diagonale. D'accord ? Je vais un peu moins vite. Alors, appelons un camarade honnête s'il n'est pas espion du KGB. Et considérez le sous-ensemble des camarades honnêtes. Ils forment par hypothèse une cellule secrète, clandestine, et par construction, pas d'espion dedans. Voilà. Bon. Alors, j'exprime un petit doute sur l'importance des nombres transcendants. C'est vrai que les mathématiciens ne peuvent s'empêcher de définir toutes choses et puis d'aller jusqu'au bout, même si c'est complètement insensé. Mais vous savez, les irrationnels ont beaucoup d'applications en physique, et puis il y a des modèles mathématiques de la physique. Par exemple, pour les systèmes dynamiques, si par exemple le rapport des périodes irrationnelles non, c'est très important, et ainsi de suite, nombre de rotations. Mais transcendance ne semble pas, à mon avis, avoir d'interprétation physique ou de signification même physique. Est-ce qu'il y en a? Je ne sais pas. Alors, tout se passe à l'intérieur des mathématiques qu'on peut appeler pures. Un petit doute. Alors, voici, réveillez-vous si l'argument de la diagonale ne vous était pas familier. Je vais faire quelque chose de très, très intéressant. En origami classique simple, un pli peut être vu du haut, vu de nous, de vallée, ça s'appelle comme ça, ou de montagne ou de crête, comme ça. Un pli vallée ou un pli crête, on appelle. Et lorsqu'on fait un dessin, par exemple, le diagramme d'origami, c'est souvent indiqué, c'est vallée ou crête. D'accord ? Je dis classique simple parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec origami. Par exemple, il y a des opérations tridimensionnelles, on peut faire quelque chose comme ça, et nous, les origamistes, nous en servons beaucoup, des choses comme ça. Ça, ce n'est pas du tout, on ne sait pas ce que c'est. C'est une espèce de singularité, et il y a des courbes qui se créent, voilà. Mais en origami classique, où on aplatit tout, c'est ça. Bon, bien. Alors, un pli vallée, c'est quoi ça? Bon, assuré, c'est le verso, et
pli crête, c'est comme ça. Bon. Et je vais les représenter. À partir de là, les notations sont les miennes. Donc, si vous voulez faire référence à des ouvrages d'origami, c'est mieux par an. Mais avec Mendes France qui va être mentionné, bon, on a un peu travaillé, donc c'est un peu dans la littérature, mais ce n'est pas universel du tout. En tout cas, ça va représenter un pli vallée, et ça va représenter un pli crête. Bon. Maintenant, préparez un ruban en papier. Heureusement que j'en ai préparé, moi. Comme ça. Et je vais le plier comme ça. Une succession de plis. Par exemple, crête, crête, vallée. Hein? Donc, ça veut dire, je vais faire ça, par exemple. Et je vais faire ça. De moitié en moitié. Et vallée, je vais faire ça. D'accord? Toujours en moitié. Et après, je l'étale. Étale, pas au sens que vous connaissez, mais vraiment étalé comme ça. D'accord? Et ça a l'air comme ça. D'accord? Ça a l'air comme ça. Et ça, ce n'est pas n'importe quoi, en fait. Vous voyez, par exemple, vallée, crête, 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 vallée, vallée, crête. Hein? Mais attention, ce que j'ai fait, c'est toujours plier de moitié en moitié, voilà, et une succession que je choisis, comme vous voulez, de vallée, de crête. Mais après, j'étale tout. Alors, une observation. Autour du pli du milieu, par exemple, je l'ai indiqué avec une flèche, ce que je vais appeler la trace de pli, c'est-à-dire une suite de ces symboles, a une symétrie de rotation par rapport à P, par P. Par exemple, ici, pardon, je vais descendre un peu parce que je ne suis pas assez grand. À gauche du milieu, vous avez vallée, crête, crête, et à droite, vous avez vallée, vallée, crête. Donc ça correspond. Et bien sûr, ça tombe sous le sens, c'est comme ça que je l'ai créé. Mais même à l'intérieur de chaque partie, par exemple ici, il y a un nombre impair, et autour de ceci, il y a une correspondance. Donc ça, c'est vallée, ça, c'est crête. Là aussi, autour de ceci, ça, c'est vallée, ça, c'est crête. Et ainsi de suite. Il y a toujours ceci parce qu'à chaque étape, je recopie et tourne dans l'autre sens. Vous voyez? Donc c'est essentiellement une démonstration. Donc il y a beaucoup de symétrie. Et cette symétrie semble emboîtée comme des matryoshkas, comme chez les Russes. La leçon qu'on va retenir, donc, c'est que toute trace de pli, comme ça qu'on voit, après l'avoir étalé à la fin, après cette opération précise, hein, donc je plie de moitié en moitié, recèle cette autosimilitude et autorécurrence, toujours. Et ça doit vous rappeler le nombre de Liouville. Beaucoup d'autosimilitudes dans un nombre, ça vous donne la clé à la transcendance. Bon. Maintenant, changeons de notation. Je vais remplacer chaque symbole de pli vallée par -1, chaque symbole de pli crête par +1. Et voici un lemme. Une trace de pli que vous allez obtenir comme ça, réalisant une suite P1, parce que c'est pli, P1, P2, P3. Donc, avant, je l'ai noté par ces symboles. Maintenant, c'est -1 plus 1. C'est une suite de -1 plus 1. D'accord? Cette suite satisfait deux conditions suivantes. D'abord, ce n'est pas trop difficile de vérifier, d'ailleurs, vous pouvez vérifier sur l'exemple que j'ai donné, que P2, 2n plus 1, est égal à P1 fois quelque chose qui est plus ou moins 1 selon la parité de n. Et vous pouvez, par exemple, faire des expériences vous-même pour vérifier. Ce n'est pas trop difficile. Et aussi, la sous-suite des indices paires P2, P4, P6, au lieu de prendre tous les P1, P2, P3, P4, si vous sautez de 2, eh bien, c'est la trace d'un pli juste avant. Et ça, c'est aussi parce que si je n'ai pas plié 100 fois, mais je n'ai plié que 99 fois, juste avant, je suis sur le point de copier, de retourner, et voilà, c'est ça. Et réciproquement, c'est d'où l'importance de ce lemme, il se trouve que tout de suite, au nombre impair de termes de plus ou moins 1, satisfaisant ces deux conditions, peut être réalisé par une trace de pli. Donc vous pouvez en fait réaliser ça en faisant un origami de
ce type. Bon, ça, c'est bon. Je vais vous dire quelque chose de beaucoup plus choquant dans un instant, donc restez éveillés. On pratique toutefois, bien sûr, on ne peut plier qu'un petit nombre de fois. Bon, tout le monde parle de combien de fois on peut plier, voilà. On peut guère faire 10 plis. Mais dans l'imagination, si nous... Alors, c'est très compliqué parce que l'imparfait de plier, c'est plions, le même que le présent de plions. Donc, je suis tenté de dire plions, mais ce n'est pas correct comme français. Mais si nous plions une infinité de fois, puis étalions, une infinité de fois. Bon, si on plie une infinité de fois, ça devient beaucoup trop petit. Donc, il faut agrandir chaque fois, si vous voulez. Hein. Il faut changer l'échelle chaque fois. Mais disons que vous pouvez plier une infinité de fois. Vous continuez jusqu'à la fin de l'univers. Et vous étaliez à la fin. Vous allez voir une suite infinie de moins 1 ou plus 1. Et si vous mettez devant 0, ça devient un nombre, si vous voulez. Mais en tout cas, vous avez une suite infinie de P1, P2, P2. Qu'est-ce que nous verrions? Hein? Qu'est-ce que nous verrions apparaître? Eh bien, c'est une question folle hein, qui nous rendrait fous, mais il y a deux bonshommes qui ont vu ce qui apparaît. C'était Mendes-France et Van der Poorten, en 1981. Ils ont fait cette expérience de pensée, Gedanken Experiment, et ils ont obtenu le théorème suivant. Vous prenez n'importe quelle transe infinie de plis que vous faites avec cette expérience, et vous vous donnez n'importe quel nombre algébrique dont le module est entre 0 et 1. Par exemple, 2, pas 1 demi si vous voulez. Et vous faites cette série avec ces plis, ces indications de plis comme coefficient et alpha puissance n. Et c'est toujours transcendant. C'est-à-dire que vous pouvez visualiser les nombres transcendants en faisant ceci et en lisant ceci à base 2, si vous voulez. C'est magnifique comme. Alors, un projet à vous proposer. Disons que maintenant, on va dans l'autre sens. Vous promenez sur l'axe des réels et vous glanez un réel par hasard. Avec quelle probabilité peut-il être représenté par une trace de pli? Quelle est la proportion occupée par ceci? Et si la probabilité est 0, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus précisément? Parce que toutes ces traces de pli, bien sûr, ont énormément de symétrie. Donc, c'est peu probable qu'un nombre réel aléatoire soit. Mais voilà, vous écrivez au besoin moins 1 plus 1, 0, 1, voilà, vous le communistez. Mais en tout cas, la première contrainte empêche l'apparition de beaucoup de suites, ainsi que la deuxième, c'est-à-dire, par exemple, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, ou plus 1, plus 1, plus 1, ça ne peut pas apparaître comme trace de pli, parce que ça contredit la... Et ça, c'est visible aussi. Hein? Alors, il est temps peut-être de vous libérer. Et je vais vous faire un cadeau et faire une remarque. Vous savez, tout au cours de cette série, je vous donne un certain nombre de nombres qui sont très utiles dans la vie et vous les emmagasinez, vous vous promenez et lorsque vous regardez une chose dans l'autre ou l'autre dans l'univers, grâce à ces nombres, vous pouvez tout calculer, tout comprendre. C'est très bien. Alors, un de ces nombres, un peu moins important que ceux que je vous ai donnés jusqu'à maintenant, c'est le nombre de secondes dans une année. Vous saviez ça? Une année, c'est presque exactement égal à pi fois 10 puissance 7 secondes. Vous le saviez? Je pense que oui. L'erreur, vous pouvez faire le calcul vous-même, bisectile ou non, est inférieure à 0,4%. C'est quand même impressionnant. Et je m'en sers tout le temps lorsque je dois convertir, je ne devrais pas, année-lumière en kilomètres et vice-versa. Des choses comme ça. Bon. Et si vous saviez ceci, peut-être quelque chose d'autre que les gens ne savent pas, on remplace un pi par racine de 10. L'un et l'autre sont un peu plus de 3. En fait, ça améliore l'erreur à 0,25%. Mais bien sûr, pi est plus rigolo et plus utile, parce que dans les calculs astronomiques, pi apparaît tout le temps, donc on les annule, bon, c'est bien. Donc, retenez pi fois 10 puissance 7 secondes. Une année, d'accord? Alors, ensuite,
Je ne sais pas qui l'a décidé. Bon, à l'économie supérieure, lorsque M. Bergeron a eu la gentillesse d'organiser cette série de cours, ils ont dit d'abord, bon, on va réserver 3 heures ou quelque chose comme ça. Bon, 3 heures, c'est une punition. 3 heures avec Tadashi, personne ne peut survivre d'ailleurs. Moi-même, je ne peux pas survivre. Donc, nous avons raccourci à 90 minutes avec une pause à l'intérieur et puis après, on va sortir prendre un pot. Bien. Mais vous savez, traditionnellement, dans beaucoup de séminaires, dans le monde entier, je ne sais pas qui l'a décidé, un exposé au séminaire dure 50 minutes. C'est de bon ton. Et 50 minutes, c'est 3 fois 10 puissance 3 secondes. 3 millisecondes. D'accord? Donc, d'une part, une année, c'est 3 fois 10 puissance 7 secondes. Si vous voulez, un siècle, ça fait 3 fois 10 puissance 9 secondes. D'autre part, un séminaire, c'est 3 fois 10 puissance 3 secondes. Vous faites la division, et conséquence, c'est qu'un exposé, c'est un micro-siècle. La prochaine fois que vous allez à un exposé de 50 minutes, dites-vous bien que je dois sacrifier un micro-siècle. Et d'autre part, si vous faites un exposé, eh bien, prenez conscience, vous êtes en train de manger un micro-siècle de tout le monde. Voilà. Et de même, peu après votre 31e anniversaire, il y a des gens dans cette salle qui sont avant cet anniversaire, vous vivrez la milliardième seconde de votre vie. Peu après le 31e anniversaire. Parce que vous multipliez par 30, c'est ça. Malheureusement, lorsque je me suis rendu compte de ce fait, j'avais juste passé 31, cet instant, donc je dois attendre jusqu'à 72 ans. Mais je l'ai célébré avec... il faut célébrer, donc, si vous l'avez. Et 62 ans, 93 ans, il faut célébrer. Mais je l'ai célébré pour ma femme. Alors, on était debout sur le balcon qui avait autrefois appartenu à la famille Darwin à Cambridge. C'était presque le coucher du soleil. J'ai quand même vérifié auprès de sa mère à quelle heure elle était née, ainsi de suite. On avait une coupe de champagne chacun. 3, 2, 1. Félicitations! Et c'était ça. Très émouvant. D'accord. Bon, la dernière chose, et ce sera rapide. Je ne vais pas tout expliquer, et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous avaient peut-être entendu parler de cette expérience de pensée, mais ça ne fait rien, elle est très, très intéressante. Et dans les notes que je vais distribuer et mettre en ligne, je vais faire un argument complet, mais qui est différent de l'argument original que vous trouvez dans la littérature, et qui va d'ailleurs paraître. Ariel Amir, un théoricien des matières condensées à Weizmann et moi, nous avons écrit un article, il va paraître sous peu, mais enfin, je vais vous montrer. Alors, voici le problème. Prenez 2 masses, vous pouvez penser à ces masses comme une grosse masse et une petite masse, d'accord? Et elles se trouvent sur un plancher complètement lisse, sans frottement, d'accord? Mais terminé par un mur. Et d'abord, cette masse, petite m, est au repos, et vous poussez, pouf, la grosse masse vers le mur. D'accord? Et voilà, pouf, ça se cogne, et puis il y a des collisions, et cette masse qui se cogne contre le mur et rebondit, et ainsi de suite. D'accord? Il y a beaucoup de collisions. D'accord? Et toutes les collisions sont élastiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte d'énergie. D'accord. Bien. Maintenant, soit une notation pi de d, d est un paramètre, lorsque le rapport des masses, la grande masse sur la petite masse, est 100 puissance d. D'accord? 100 puissance d. Donc, d est égal à 0, ça veut dire qu'elles sont égales, d'accord? C'est 1. Mais déjà pour d est égal à 1, c'est 100 fois plus grande. Et 2, oh ma foi, oh là là, 10 000 fois plus grande, et ainsi de suite. Ça, c'est d. Mais lorsque le rapport de masse est 100 puissance d, soit pi de d, le nombre de collisions qui auront lieu entre masse et entre mur et masse, toutes les collisions que vous comptez. D'accord? Chaque fois qu'il y a une collision, vous comptez 1, 2, 3, 4, mur et masse, 2, 3, 4, masse et masse. Voilà. Ça, c'est le nombre total de collisions qui auront lieu dans ce scénario. Bon, par exemple, faisons une expérience de passé, justement. Lorsque les masses sont égales, donc d est égal à 0, nous assistons au scénario suivant. D'abord, cette masse vient et poum, se cogne et s'arrête net et l'autre masse part. Vous connaissez ce principe, hein? Donc ils échangent leur vitesse, si vous voulez. Et là,
Ensuite, elle s'arrête, mais celle-ci, poum, se cogne, revient. Et là, à la fin, poum, elle s'arrête et l'autre s'en va à l'infini et il n'y a plus de collision. D'accord? Donc il y a eu une, deux, trois collisions. Ainsi, dans le cas d est égal à 0, pi de 0 est 3. Vous êtes d'accord? Ça va pour l'instant? Bon. Alors maintenant, nous avons résolu le problème pour beaucoup de d. Mais avant de faire cela, disons que si le rapport de masse est énorme, hein, donc il y a une grosse masse et une petite masse de rien du tout, de sorte que D aussi est énorme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, cette énorme masse vient et poum, et la petite masse va faire aller-retour, aller-retour, aller-retour beaucoup de fois, poum, 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 poum. Mais après avoir rebondi assez de fois, même cette grosse masse commence à sentir un peu la pression, et finalement, elle se met à reculer comme ça, et à la fin, elle s'en va à l'infini, et il n'y aura plus de collision. D'accord? Donc, il y a des cas comme ça, où il y a cet intervalle qui va C3, 600, éventuellement, bon, il y a beaucoup de collisions. D'accord? Alors, voici les données. Pi de 0, c'est le nombre total, est 3. Pi de 1 est 31. Pi de 2 est 314. Pi 3, 3141. Pi 4, 3. Non! Et si on fait pi de d sur 10 puissance d, reproduit les chiffres de pi. Et ça a été découvert par Galperin, 2003. Et il démontre cela, d'ailleurs, dans ce papier qui est apparu dans Regular and Chaotic Dynamics, avec une construction très astucieuse de systèmes dynamiques qui sont donnés miroirs et ainsi de suite. Mais je vais donner un argument complètement différent dans les notes. D'accord? Voilà. Donc, mon adolescence s'est passée à Bordeaux. Donc, Belote, c'était partout. Il y a des citrons qui poussaient. Bon, à la fin, une petite blague. Mon ami et collègue Sandra Rajan, j'ai fait d'ailleurs référence à lui tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de la théorie analytique de nombres, a fait un séminaire Bourbaki il y a maintenant 7 ans, c'est ça, sur les travaux de Matomaki et Radziwiłł. Par la suite, ils ont été conférenciers pléniers, conférenciers au Congrès international. Alors, c'est un séminaire Bourbaki. Je pense qu'il exige que le résumé soit en français. Or, Sound, il a énormément de qualités, enfin, nous déjeunons toutes les semaines, et puis voilà. Il me recommande des films à regarder qui sont beaucoup trop sophistiqués pour nous. Mais enfin bref, il ne connaît pas du tout le français. Hein? Donc, mais quand même, c'est un bon français, n'est-ce pas, assez classique. Et en bas de la page, de la première page de son séminaire Bourbaki, il y a 3 notes. Voilà, je vais les lire. Alors, résumé, signale des notes 1, 2, 3. Et la première note dit « Je sais gré au professeur Tokieda d'avoir bien voulu traduire ce résumé en français. » Note 2. « Je remercie Tokieda d'avoir traduit la note ci-dessus en français. » D'accord? Note 3. « Je remercie Tokieda d'avoir traduit la note ci-dessus en français. » Mais ça s'arrête à la 3e note. Pourquoi? Non, il ne connaît pas du tout le français. Hein? Parce que, même s'il ne connaît pas le français, il est capable de recopier ce qui a été écrit avant, mais il ne peut pas s'arrêter à la 2e note, parce que la 2e phrase, c'est une nouvelle phrase. Je remercie Tokieda d'avoir traduit la note dessus en français. Hein? Donc, il a fallu que je la traduise, mais la 3e, et il s'arrête, voilà. Pensez-y. Il connaît au moins cette phrase en français. À la semaine prochaine. Ah oui, est-ce qu'il y a des questions? À la première page, c'était quoi Ah oui, à la première page. Ouh là 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 là, c'est très gentil. Je ne m'y attendais pas du tout. La première page. Alors, il y a beaucoup de, pas si nombreux que ça, mais il y a plusieurs démonstrations du fait que racine 2 est irrationnelle. Voici une démonstration en origami.
Et il suffit de prendre un triangle comme ça, hein, rectangle isocèle, bien sûr, et de le plier une fois, pouf, c'est la démonstration. Pourquoi? Parce que, supposons que racine 2 soit rationnelle. Donc, m sur n, où c'est minimal, m et n sont minimales, d'accord? Et donc, vous avez la diagonale, disons, de longueur m entière, et un côté n, la hauteur, l'altitude qui est n entière aussi. Mais vous pliez, et là, qu'est-ce que vous avez? Cette diagonale, c'était m, mais on retranche n, et cette longueur, c'est m moins n. Hein? Et là, c'était cette longueur, c'est-à-dire ça, c'était n. D'accord? D'où on retranche, qu'est-ce qu'on a retranché? Eh bien, on a retranché cette partie qui est égale à cette partie qui est égale à cette partie. Donc, c'est n moins n, ça fait 2n moins m. Les nombres exacts sont peu importants, mais toujours est-il qu'ils sont entiers. Mais évidemment, il y a un triangle plus petit. Et ça contredit l'hypothèse de la minimalité. Ah, je ne sais pas, parce que tu sais, alors la question c'était, j'ai dit que rationnel puissance rationnelle, c'est souvent irrationnel. Vous savez, quand je fais des énoncés comme ça et que quelqu'un me lance le défi, je dois revenir en arrière et mettre des citations autour de chaque égalité. À quelle fréquence? D'abord, c'est une question très difficile, parce que, non pas parce que je suis bête, ce qui est vrai, mais c'est parce que nous avons affaire à un ensemble dénombrable. Je suis désolé de donner une réponse sérieuse. Et sur un ensemble dénombrable, on ne peut pas mettre une distribution de probabilité uniforme. Alors, il faut faire quelque chose. Donc, en général, par exemple, quelle est la probabilité lorsque vous glanez deux entiers quelconques qu'ils soient premiers entre eux? Une question très connue. La réponse, c'est 1 sur zeta de 2, c'est-à-dire 6 puissance pi au carré. Ah. Oui, c'est ça. Donc, c'est à peu près 60%, mais 2 tiers. Mais ça se fait en disant, bon, en fait, ne parlons pas de tous les entiers. On va couper entre, disons, 1 et grand N. Et on va faire le calcul qui donne quelque chose de vraiment sale. Mais maintenant, on passe à la limite lorsque n augmente, et voilà, la limite sera par définition notre réponse. Et c'est comme ça. Bon. Et donc, il faut faire quelque chose comme ça. Et, à ma foi, j'ai maintenant précisé la question. Moi, je n'ai aucune idée, en fait. Mais ça, je pense que c'est plus souvent irrationnel que rationnel. Moi, je parie sur... ça va être presque sûrement irrationnel. Ah oui, d'accord. Donc, on ne peut pas parier parce qu'on ne peut pas parier l'un contre l'autre. Bon, si tu dis que c'est majoritairement irrationnel, moi, je dirais le contraire. Alors. Donc, on va parier... à Cambridge, quand on parie, c'était toujours une bonne bouteille de Porto. Mais ça fait un coup pour... Qu'est-ce qu'on fait? Une bouteille de vin? Champagne, très bien, une bouteille de champagne. Bon, je t'offrais une bouteille de champagne presque sûrement, mais quand même, j'ai un petit espoir. Mais je préfère l'esprit contrariant à une bouteille, enfin, le gain d'une bouteille de champagne quand même. Je dis le contraire. Alors. Merci. Bien, merci. Merci.